Salut les croque-lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve avec Rana pour une nouvelle émission qui s'annonce pleine de belles découvertes littéraires. On se retrouve après le générique, à tout de suite. Pour commencer, Rana va nous présenter les amuse-gueules concernant de nouvelles séries. Puis elle nous parlera de Là-bas, tout ira bien, le roman qu'elle a choisi pour le plat du jour. Et nous finirons par la surprise du chef, une interview. Commençons donc sans plus attendre par les amuse-gueules. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Rana ? Hello les croque-lecteurs, je reviens pour vous présenter les premiers tomes très attendus de séries d'auteurs dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit de Jérôme Leroy et d'Audrey Alouette. Après avoir écrit de nombreux romans, comme par exemple Norland ou encore Les filles de la pluie, Jérôme Leroy nous emmène dans un univers post-apocalyptique avec son dernier ouvrage intitulé Loup, après tout, publié aux éditions Syros le 16 mai 2019. Après le grand effondrement, une crise ayant entraîné la disparition de la majorité des êtres vivants sur Terre, Lou et Guillaume, faisant partie des rares survivants, tentent tant bien que mal de veiller l'un sur l'autre, tout en sachant que le danger est partout. Audrey Alouette fait parler d'elle avec le tome 1 de Magic Charlie, un roman fantastique dans lequel on suit le personnage de Charlie, apprenti magicien qui va tenter de sauver sa grand-mère des griffes d'un voleur de mémoire, surnommé le Cavalier, à la recherche de la source ultime de la magie. Cette histoire très originale vient tout juste de paraître le 6 juin 2019 chez Gallimard Jeunesse. À présent, passons au plat du jour. Parle-nous du roman que tu as choisi de nous présenter. Pour ma dernière émission chez Croque Lecture, j'ai décidé de partager avec vous mon avis sur le nouveau roman de Sylvie Bossier et Pascal Perrier, un duo d'autrices formidable. Je vous avais déjà parlé de leur ouvrage intitulé Le vieux monde est derrière toi, qui était déjà une réussite, et je reviens cette fois-ci vous présenter Là-bas, tout ira bien, publié aux éditions Scrinéo le 9 mai. De quoi s'agit-il ? En 2030, la France est ravagée par une terrible crise économique, plongeant le pays dans le néant total. Cette situation provoque l'exode des habitants vers les métropoles, où les conditions de vie deviennent insoutenables. Les entreprises sont en déclin, les services publics deviennent de plus en plus rares, les écoles ferment, les citoyens crient famine. Rien ne semble pouvoir redonner espoir aux familles, tentant tant bien que mal de survivre face aux nombreuses difficultés qui s'immiscent dans leur nouvelle vie. Lorsque Léon, jeune adolescent de 15 ans, entend parler d'une région située à 4000 km plus au nord, où on promet le bonheur, il décide de partir là-bas, en quête d'espoir. Il embarque alors quelques affaires, quitte sa famille, après avoir promis à ses parents de leur envoyer de l'argent, et part à vélo, à la recherche d'un avenir meilleur. Sur la route, il fait la rencontre de Isa, Erwan et Ximène, 3 autres adolescents aux histoires déroutantes. Ils décident alors de se serrer les coudes lors de cette excursion, mais c'est sans compter les nombreux obstacles qui vont s'inviter sur leur chemin. En effet, que leur réserve ce voyage vers un monde inconnu ? Quel danger encourt-il ? Qu'est réellement là-bas, cette région où tout semble si parfait ? Parviendront-ils seulement à l'atteindre ? Il m'a l'air très intéressant. Qu'en as-tu donc pensé ? Encore une fois, Sylvie Bossier et Pascal Perrier nous proposent une superbe lecture qui ne vous laissera pas indemne. Comme vous l'avez donc compris, la thématique abordée dans cette histoire est celle de l'immigration, avec les personnages de Isa, Erwan, Léon et Ximène, qui décident de fuir le pays pour un avenir meilleur. Lors de la lecture, on peut donc faire un parallèle entre le quotidien de ces adolescents et celui des immigrés de notre époque, faisant l'objet de nombreux débats actuels. Les autrices nous offrent donc leur point de vue, nous faisant découvrir les conditions dans lesquelles ils voyagent et toutes les difficultés qu'ils peuvent endurer. Cet élément nous sensibilise donc sur le sujet de ces personnes auxquelles on ne prend pas réellement le temps de s'intéresser, en faisant passer un message de tolérance et de respect envers ces familles. Afin de traiter cette thématique, Sylvie Bossier et Pascal Perrier nous emmènent dans un contexte futuriste très original, puisque cette fois-ci, ce sont les Français qui sont touchés par la nécessité de fuir leur pays. En effet, nous sommes en 2030 et la France est touchée par une terrible crise économique qui pourrait très bien nous arriver dans quelques années. Ainsi, le lecteur ne peut s'empêcher de se demander « Et si c'était moi qui étais contraint de m'en aller et de tout laisser tomber du jour au lendemain ?» ce qui est prêt à réfléchir. Et qu'as-tu pensé des personnages ? Sans surprise, ils m'ont tous énormément touchée et j'ai adoré faire ce voyage vers là-bas avec eux, partageant leurs peines et leurs souffrances grâce à une narration alternée très réussie. Leur sensibilité les a rendus d'autant plus attachants face aux nombreux obstacles qu'ils ont dû affronter, gardant toujours la tête haute, solidaires les uns aux autres. En définitive,
Je vous conseille donc vivement ce roman d'anticipation passionnant qui aborde une thématique extrêmement intéressante, celle de l'immigration, avec des personnages très attachants que l'on découvre à travers une narration alternée très réussie. Un dernier mot? Pour clore ces 3 superbes années passées avec l'équipe de Croque Lecture, je souhaitais vous remercier, chers Croque Lecteurs, pour votre soutien et votre écoute. Et surtout, je remercie du fond du cœur Monsieur Faranek pour son investissement dans ce projet fabuleux et tous ses conseils contribuant à me faire progresser davantage chaque jour. Il est malheureusement temps pour moi de prendre mon envol pour le lycée, mais je n'oublierai jamais tous les bons moments vécus sur ce plateau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Rana. À présent, il est temps de découvrir l'interview réalisée au Salon du Livre de Paris de Yann Fastier. Pouvez-vous nous parler de votre roman Le Renard et la Couronne ? Avec plaisir. Alors, Le Renard et la Couronne, c'est une sorte d'hommage au roman populaire. Déjà, roman populaire dans ce qu'il a de plus classique, et particulièrement au roman gothique, qui a été, dans sa dernière mouture, mis en valeur par un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelait Madeleine Brent et qui, contrairement à son nom, n'était pas une femme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, était un homme qui s'appelait de son vrai nom Peter O'Donnell, qui est l'auteur de la série des Modesty Blaise sous son vrai nom et qui, sous le nom de Madeleine Brent, a écrit dans les années 70-80 une série de ce qu'on appelle des romans gothiques, donc, qui sont des romans d'aventure en fait, et avec une structure qui est un peu toujours immuable. Et j'ai voulu rendre hommage à ce genre de roman à travers celui-ci, c'est-à-dire où j'ai gardé complètement la structure de ces romans-là, tout en y mettant toute ma petite cuisine à moi. Pourquoi avez-vous placé votre roman au XIXe siècle et à Spalato ? Alors, j'ai plus aucun souvenir pourquoi j'ai fait commencer le roman en Dalmatie. Je me souviens pas du tout. C'était un heureux hasard, je pense. Après, pour l'époque, tous les romans de Madeleine Brent se passent à cette époque-là, en fait. Donc ça faisait partie de l'hommage. C'est regarder les cadres, vraiment les cadres de ces romans-là. Et l'époque faisait partie de ces structures. Donc ça n'a pas été en question. Par contre, la Dalmatie, je me suis déjà reposé la question, mais je ne sais plus pourquoi, en fait. Pourquoi j'ai pensé à la Dalmatie. En fait, c'est bien tombé parce que Spalato, en me renseignant, donc Spalato à l'époque est devenu Split maintenant, la vieille ville de Spalato, c'était un palais en fait, c'était le palais d'un empereur romain qui s'était fait construire pour sa retraite. Et quand le palais est tombé en ruine, après les habitants sont venus s'y installer, et ce qui fait que les rues de Spalato, en fait, c'était les couloirs du palais, quoi. Donc ça donnait un cadre, pour un roman, c'est un cadre un peu magique, quoi. C'était un truc un peu, magique. C'est pas un cadre commun, quoi. Enfin, vraiment, c'était un peu extraordinaire, quoi. Mais là, c'était un hasard, parce que je sais vraiment pas pourquoi j'ai commencé par la Dalmatie. Peut-être tout simplement parce que le nom me plaisait. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le parcours initiatique de Anna ? C'est ce qui m'intéressait, c'était en fait ce qui m'intéresse dans les romans de Madeleine Brent. C'est-à-dire que je pense que la chose qui est vraiment, et qui fait que ces romans-là sont attachants, et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est avant tout de croire à mes personnages. Donc, quoi qu'ait pu faire Anna, quel que soit son parcours, je pense que ça aurait été pareil. J'ai vraiment essayé de la rendre... en fait, je me mets dans sa peau, quoi, tout simplement. Et même les méchants, il y a au moins 2 méchants dans l'histoire qui sont bien méchants. Je suis pas complètement en être extérieur, quoi. Donc je pense que vraiment le truc qui me plaît quand j'écris des romans, et particulièrement celui-ci, c'est vraiment de faire vivre les personnages. Et je pense qu'en tant qu'auteur, on doit avoir beaucoup de respect pour ces personnages. Madeleine Brent, Peter O'Donnell, dès qu'on lit ces romans, qui sont pas, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est pas des classiques, mais par contre, on sent vraiment un très 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 grand respect pour ces personnages. Et je pense que c'est ce qui rend les romans attachants. Et moi, je voulais essayer d'arriver à ça, parce que c'est ça finalement qui me plaît le plus dans ces romans. C'est pas tellement ce qui se passe, c'est pas tellement l'aventure, c'est plutôt les personnages et ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, l'aventure elle-même c'est intéressant, mais je pense que c'est pas ça qui est premier, quoi. Ce qui est premier, c'est de faire vivre des personnages et d'arriver à se mettre dans leur peau, quoi. Au Poisson soluble, vous présentez le personnage de Zapata. Quelles étaient vos intentions avec cet ouvrage ?
Alors là, c'est complètement différent, puisque là, c'est mon activité d'auteur-illustrateur, puisque je suis aussi, surtout, auteur-illustrateur d'albums. Et Zapata, en fait, c'était déjà, pas vraiment une commande, mais c'était un projet qu'on avait en commun avec l'éditeur, c'est-à-dire de sortir un peu des sentiers battus, des personnages historiques qu'on revoit toujours dans les documentaires jeunesse, c'est-à-dire les rois, Napoléon, Jeanne d'Arc, ou alors des gens qui se sont battus pour la liberté, mais qui sont toujours dans un modèle un peu non violent, c'est-à-dire soit Louise Michel, soit Luther King, Gandhi, des gens comme ça, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais on voulait quelque chose d'un peu plus révolutionnaire, on va dire. Donc j'avais choisi le personnage de Zapata parce que, pour deux raisons. D'une part parce que la révolution mexicaine, il y a toute une imagerie autour qui a été portée notamment par un graveur qui s'appelait Posada et qui a beaucoup travaillé la gravure sur bois. Et moi je voulais travailler en linogravure, ce qui est très proche, et donc ça me permettait de faire référence aux gravures de Posada et de cette époque-là, d'une part. Et d'autre part, c'est que le personnage de Zapata, il est intéressant parce qu'il transcende l'histoire, c'est-à-dire qu'il traverse l'histoire. Il a une existence historique, mais il a une importance symbolique encore plus grande, c'est-à-dire que même maintenant, c'est quelqu'un qui en vient à symboliser la révolution, jusqu'aux zapatistes d'aujourd'hui. Puisque les zapatistes, donc c'est ces Indiens du Mexique, du Chiapas, qui se sont révoltés contre le pouvoir et qui essaient de monter leur propre société en autonomie, ils se réfèrent complètement à Zapata. C'est l'armée zapatiste de libération nationale. Et c'est ça qui m'intéressait dans le personnage de Zapata, c'est qu'il traverse l'histoire comme ça, et il est devenu au-delà de lui-même une sorte de symbole de la révolution et de la liberté. Quels sont vos futurs romans pour 2019? Alors, je pense pas qu'il en sortira en 2019, mais par contre là je suis en train de terminer un projet, certainement pour Talent Haut aussi, qui tourne autour, c'est un roman historique si on veut, disons que le cadre est historique, sur la conquête du Dahomey par la France en 1892. Alors c'est un peu pointu, ça a l'air pointu comme ça, mais ce qui m'intéressait, c'est parce que ça a été une guerre coloniale avec toutes ces horreurs habituelles, mais ce qui était intéressant, c'est que l'armée française a été opposée notamment à une armée de femmes, puisque une bonne partie de l'armée du roi du Dahomey était composée de femmes, ce qu'on appelait les Amazones du Dahomey, qui étaient des guerrières très combatives et courageuses. Et donc ça m'intéressait de voir qu'est-ce que ça pouvait être une guerrière comme ça. Et surtout je confronte une jeune héroïne qui est une Amazone du Dahomey à un jeune garçon, un adolescent qui se retrouve là un petit peu par hasard et qui lui n'est pas du tout taillé pour ça. Et donc de leur rencontre, surtout du fait qu'ils vont se croiser à un moment et être obligés de s'entraider, ça va leur permettre de se rebeller contre l'autorité qui pèse sur eux. Chers croque-lecteurs, l'émission est déjà terminée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais en attendant, dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles aventures.